Un homme est fait prisonnier en 1940. Sa femme, dans une maisonnette du Nord, est sans nouvelles de lui depuis des semaines. Un jour, un soldat allemand arrive et transmet un message. « Je suis très inquiète, Madame Segard. Je sais que mon mari est prisonnier, mais je n'ai aucune nouvelle, et voilà des semaines que cela dure. Allons, Madame Duquesnoy, nous sommes en pleine débâcle. Le courrier ne fonctionne pas, alors vous pensez, pour avoir des nouvelles des prisonniers, un peu de patience. Ah, de la patience, j'en ai pas. Et quand je vois tous les jours à la pyramide passer des flots de nouveaux prisonniers, je m'angoisse. Oui. Hier, c'est Madame Fréguin qui a vu passer son fils. Elle a compris qu'il n'avait pas le moral. Mettez-vous à leur place. Pour eux, la guerre est finie, mais il va falloir de la patience avant de les récupérer. Mais dans quel état? Eh bien, moi, de la patience, j'en ai pas. Vous savez que M. Léonard, quand il a vu passer son fils l'autre jour, eh bien, il a réussi à lui lancer un paquet de vêtements civils. Ah, on ne sait jamais. Ça pourrait l'aider à s'évader. Et Fernande Duquesnoy rentre chez elle, chez sa grand-mère. Elle vit là avec Martial, son gamin blond, en attendant des nouvelles d'Armand, son mari, le gros, comme on le surnomme. Un jour, la grand-mère l'appelle. Fernande est au fond du jardinet, occupée à pendre du linge. Fernande, viens vite. Il y a des Allemands qui te demandent. Fernande sent ses jambes plier sous elle. Mon Dieu, ça y est. Armand est mort, et ils sont là pour m'annoncer la nouvelle. Dehors, un sidecar de l'armée allemande, 2 soldats coiffés de ces drôles de peaux de chambre vert de gris. L'un d'eux aperçoit Fernande qui essuie ses mains moites d'émotion. « Madame Duquesnoy ?» Elle fait oui d'un signe de tête. « Armand Duquesnoy, vivant. » Fernande croit s'évanouir de joie. Elle a brusquement envie de sauter au cou de ces 2 fridolins, mais allait donc embrasser les Allemands en pleine rue en 1940. Pourtant, elle les fait entrer dans la maison et leur offre une tasse de l'éternel café du Nord, agrémenté d'un coup de genièvre, ce qu'ils ne refusent pas. « Où est-il » demande-t-elle sans tourner autour du pot. « Secret. Défendu, pas à pouvoir dire » répond le plus vieux, qui, il faut le dire, a une bonne tête. N'importe quel porteur d'une aussi bonne nouvelle aurait une bonne tête aujourd'hui, d'ailleurs. Justement, il explique à son tour, en tenant Martial, le gamin blond, sur ses genoux. « Moi aussi, Allemagne, petit garçon, pas de nouvelles, suis triste. » Et il caresse les cheveux de Martial. Soudain, profitant de l'absence de son collègue, qui est allé au fond de la cour pour soulager sa vessie, il murmure à Fernande « Armand Fertin. » Elle hésite, fait répéter. La grand-mère intervient. « Mais tu ne comprends pas, il te dit qu'Armand est à Verdun. » La grand-mère, qui a connu 14-18, a l'habitude des accents. Fernande veut en savoir davantage. « Verdun, mais c'est très grand, Verdun. Où est-il à Verdun ?»« Pas possible de dire, gros ennui. » Mais elle est si sympathique, cette jeune femme. Elle les a si bien reçus qu'avant de remonter dans le sidecar, il lui glisse encore une dernière indication. « Fertin, citadelle. » Elle en sait un peu plus. Quand ils repartent, les 2 Allemands ont dans les poches de leur vareuse les 2 dernières bouteilles de vin de la maison. Après leur départ, Fernande et la grand-mère en arrivent à des conclusions pessimistes. Verdun est à 250 km de chez elle. Pas de train, tous les véhicules civils sont réquisitionnés, que faire? Soudain, Fernande a une idée. « Monsieur Blanchard. »« Quoi, monsieur Blanchard ?»« Ah, il a un fils qui est prisonnier du côté de Verdun. Il a eu des nouvelles. » Déjà, Fernande court chez monsieur Blanchard à quelques pâtés de maison plus loin. « Voilà, lui dit-elle tout à trac. Votre fils et mon Armand sont tous les 2 prisonniers près de Verdun. Eh bien, nous allons partir ensemble là-bas. » « Ensemble et comment ?»« Sur votre tandem. »« Non, mais vous vous rendez compte? Traverser les Ardennes en tandem en ce moment? Mais vous n'avez pas réfléchi, ma pauvre Madame Duquesnoy. Mais ça n'a rien d'impossible. Et à nous 2, on y arrivera bien. Mais il n'en est pas question. » Et il la reconduit poliment jusqu'à la rue. Elle rentre déçue et furieuse. Mais 2 jours plus tard, c'est M. Blanchard qui sonne chez elle. « Madame Duquesnoy, j'ai réfléchi à votre idée. Voilà ce que nous allons faire. » Et c'est ainsi que Fernande, M. Blanchard et le plus jeune des fils Blanchard, âgé de 15 ans, partent tous les 3 sur 3 bicyclettes, avec chacun un gros sac à dos et les sacoches bourrées de tout ce qu'ils ont pu trouver comme conserve. De gros paquets de vêtements ornent les porte-bagages. Les Ardennes, ça monte, ça descend. Ils croisent sans cesse des colonnes de blindés allemands qui leur font froid dans le dos, mais l'araignée nazie est trop occupée à occuper la France pour se soucier de ces 3 moucherons à roulettes. « Bonsoir, madame. Nous arrivons de Saint-Quentin et nous essayons de rejoindre Verdun. Pourrions-nous passer la nuit dans votre grange ?»
La fermière regarde Madame Duquesnoy avec un peu de méfiance. Il y a déjà quelqu'un. Mais si ça vous arrange... Dans la grange, un homme solitaire et discret est recroquevillé à l'écart. Fernande regarde le visage de l'inconnu, examine ses vêtements trop petits pour lui, et soudain elle réalise qui il est. Dans tout le Nord, on a placardé des affiches offrant une prime pour sa capture. C'est un officier d'aviation britannique dont l'appareil a été abattu au-dessus de la Belgique. Mais vous êtes le capitaine Simpson? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Dormez. L'homme ne semble pas d'humeur à prendre le thé. Le lendemain, au réveil, il a disparu. Fernande et les Blanchard reprennent la route en pédalant du plus vite qu'ils peuvent. Mais le soleil tape, il faut faire une pause. Ils s'arrêtent au bord d'un champ de blé. Derrière eux, dans les épis, quelque chose s'agite. Un visage apparaît. Fernande s'écrie à nouveau bêtement « Capitaine Simpson !» J'essaie de rejoindre la Suisse. Bon, on va voir ce qu'on pourrait vous donner d'utile. Tenez, une écharpe, un canif à plusieurs lames. Avec les Blanchard, elle essaie de l'équiper du mieux possible. Personne ne saura jamais s'il est arrivé à destination. A-t-il réussi à franchir le barrage allemand que nos cyclistes rencontrent quelques kilomètres plus loin? De toute manière, il ne pouvait plus faire demi-tour pour l'avertir du danger. Voilà le panneau de Verdun, ouf. Monsieur Blanchard a la courte joie de voir son fils. Il est déjà à bord du train qui démarre et l'emmène en Stalag. Il lui faudra 5 ans avant de le serrer à nouveau dans ses bras. Pour l'instant, il soupire. Nous n'avons plus qu'à rentrer à Saint-Quentin. Bonne chance. Fernande se met à la recherche de son Armand. Des commerçants la renseignent. Oui, des prisonniers, il y en a à la citadelle. C'est tout droit, après le croisement. Mesdames, je ne sais pas si vous arriverez à le retrouver. Ils sont 20 000 bonhommes là-dedans. Fernande ne croit pas en Dieu, mais elle croit en l'énergie. Son vélo à la main, elle aperçoit justement un petit détachement de prisonniers. Les Allemands, qui surveillent, n'empêchent pas les conversations. Alors on la renseigne. Il y a tout un groupe de tourneurs qui sont en train de réparer les canalisations d'eau de la ville. Fernande espère. Armand est peut-être avec eux. Comme il est professeur dans la technique, il s'utilise peut-être ses compétences. Elle avance, elle cherche, la nuit tombe. Avec son vélo et tous ses paquets, elle arrive dans une sorte de zone industrielle particulièrement sinistre. Heureusement, à l'époque, elle ne pense pas au viol. Les Français ont d'autres préoccupations. Et elle finit par dénicher une sorte de baraquement. Une lumière brille à travers la vitre poussiéreuse. Autant essayer de se renseigner là. Dans le baraquement, en uniforme, entouré de 7 à 8 autres prisonniers de guerre, eh bien oui, Armand est là. Il ne manifeste pas d'émotion superflue. Tiens, te voilà. Fernande, à vrai dire, s'attendait à plus de démonstrations, presque à des félicitations, mais elle se dit « on réglera ça plus tard, quand on sera à la maison », car elle croit fermement qu'elle va le ramener chez elle, son prisonnier, son Armand. Les autres prisonniers, ravis de cette présence féminine, se poussent. On donne au couple le lit le plus large, mais il n'est pas question de faire un deuxième enfant étant donné les circonstances. Fernande réussit à demeurer 3 jours entiers dans le baraquement. Et en bonne femme du Nord, elle profite de l'absence des gars pour faire un peu de ménage, de rangement, de la lessive, pour tout le monde. Après ce petit épisode, après avoir distribué les provisions et les vêtements, elle regagne sans encombre la maison du Nord où la grand-mère s'inquiète des suites de l'aventure. La nouvelle fait le tour du quartier. « Madame Duquesnoy, qu'est-ce qu'on me raconte? Il paraît que vous avez pu rendre visite à votre mari à Verdun. »« Mais c'est vrai, Madame Liévin. Ah, quelle aventure, enfin, il va bien. On l'utilise pour réparer différentes choses. Pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter. Dites donc, vous savez que mon mari est prisonnier, lui aussi. Si jamais vous repartez là-bas, je repartirai bien avec vous. Ah, mais c'est vrai que vous êtes toute jeune mariée. Et 3 mois à peine. Vous pensez s'il me manque, mon Charles? Écoutez, je vais réfléchir. Faites-moi signe dès que vous serez décidé. » Et quelques jours plus tard, c'est mademoiselle Saman, dont le fiancé, lui aussi prisonnier, qui veut s'associer à la prochaine expédition. Elle apporte un renseignement précieux. Les trains de charbon circulent à nouveau. On pourrait, grâce aux cheminots en gare de Valenciennes, essayer de monter dans l'un d'eux. Quelques jours plus tard, elles demandent et elles obtiennent. Elles ont de la chance, car on les laisse monter dans la cabine du conducteur du train. Les voilà emmitouflés dans des couvertures, se demandant combien de temps va durer ce voyage vers l'amour. Lors d'un arrêt sur une voie de garage, Madame Liévin a une idée. On se gèle. Si on allumait la petite lampe à alcool que j'ai apportée. Oh oui, je ne sens plus mes doigts. Sitôt dit, sitôt fait. Quelques minutes plus tard, une patrouille allemande, intriguée par cette fumée qui sort d'une cabine à l'arrêt, les jette toutes les 3 sur le ballast avec bagages, provisions et couvertures.
Et elles ont toutes trois la même idée. Et si elles allaient nous fusiller? Les Allemands ne parlent pas français, les Françaises connaissent seulement quelques mots d'allemand. La situation devient critique. Survient un officier qui les interroge sans amabilité. Heureusement, il parle très correctement notre langue. « Que faites-vous dans ce train? Dites-moi la vérité. Hier, sur cette ligne, un sabotage a fait sauter un train allemand. Les auteurs du sabotage étaient 3 jeunes femmes. » Un mois se passe, et Fernande l'obstinée revient une 3e fois. Mais cette fois-ci, elle amène avec elle Martial, son gamin blond. Et cette fois encore, le gardien Grotchen accepte sa présence. On la connaît désormais dans Verdun, les commerçants, la boulangère, qui en la voyant s'exclament « Tiens, voilà la femme des prisonniers !» Quand elle regagne le baraquement, elle rencontre parfois Grotchen en moto, qui lui dit « Je vous ramène, montez derrière !»« Merci Grotchen, une autre fois !» Fernande estime que la place de la femme d'un prisonnier français n'est pas à l'arrière d'une motocyclette de l'armée allemande. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 9 mois passent. Et ça ne peut pas durer toujours. Vous savez la nouvelle? Un prisonnier de la citadelle s'est évadé dans un wagon plombé. Il paraît que c'est le 3e en 10 jours. Les Allemands deviennent nerveux. Même Grotchen devient moins aimable. Des bruits se précisent. Il paraît que tout le monde va être transféré en Allemagne. Les familles de ceux qui s'évadent vont être déportées. Fernande sent ses nerfs qui faiblissent. Bon, Armand, on va essayer mon idée. Tout plutôt que d'aller moisir en Allemagne, ma p'tiote. Fernande et Allemand s'habillent bourgeoisement, attrapent le gamin et se dirigent vers la gare. Ils rentrent dans leur maison du Nord tout simplement par le train. Et personne ne songe à vérifier l'identité de cette petite famille avec un joli garçonnet blond. Mais personne ne peut vraiment échapper à son destin. Quelques mois plus tard, les Duquesnois, Fernande et Armand et leur petit Martial, rentraient chez eux sans encombre, changent de domicile pour échapper à d'éventuelles recherches. Et ils sont tués quand leur nouvelle maison reçoit de plein fouet une bombe qui visait un dépôt de munitions allemand des environs.